Je m'appelle Yves Piper, j'ai 57 ans, je suis ingénieur agronome et donc je suis chef de cantonnement pour le département nature et forêt, DNF. Donc j'ai fait des études d'ingénieur agronome à Gembloux, option eau et forêt. Je suis sorti en 1990, fait mon service militaire et ensuite j'ai été engagé par un bureau d'études allemand à Munich et j'ai travaillé 9 années en coopération et développement, principalement en Éthiopie mais aussi à Madagascar et beaucoup d'expertise à court et moyen terme dans des pays africains. Ensuite j'ai rejoint le DNF en 1999 et j'ai travaillé à Eupen comme chef de cantonnement. J'ai été attaché Natura 2000 à Malmedy avant de reprendre le cantonnement de Verviers en tant que chef de cantonnement. C'est ce que je fais depuis 2005 et je pars encore de temps en temps, pas assez souvent, mais de temps en temps en mission à court terme à l'étranger pour notamment les Nations Unies ou pour la coopération technique allemande. Est-ce que vous savez dire quel débouché on aurait après un master de gestion des forêts et des espaces naturels ? Les débouchés, c'est aussi bien vers les forêts tempérées que vers les forêts tropicales. Et donc, moi j'ai une formation, pas en foresterie tropicale, mais en eau et forêt, ça s'appelait à l'époque. Ouais. Et donc, ça ne m'a pas empêché de travailler à l'étranger, en Afrique, en climat semi-aride et même tropical chaud, quoi. Donc les bases forestières sont les mêmes. Est-ce que vous avez commencé directement comme chef de cantonnement ? Parce que forcément pour nous c'est assez impressionnant, on ne se voit pas gérer directement autant de personnes. De commencer comme chef, c'est quand même une grosse responsabilité. Oui, j'ai commencé plus bas dans la hiérarchie, mais pas au DNF. J'ai commencé comme expert junior auprès du bureau d'études qui m'employait à Munich. Et ensuite, je suis devenu expert avant d'être chef de projet. Là, évidemment, c'est toujours le saut dans l'eau froide, en quelque sorte, quoi. Donc, chef de projet, on se retrouve avec beaucoup de responsabilités, une équipe à gérer, responsabilités financières aussi, et surtout de résultats. Et donc, c'était une bonne voie d'entrée pour devenir chef de cantonnement par la suite, quoi. Donc, quand j'ai commencé au DNF, j'ai commencé tout de suite comme chef de cantonnement. Donc, le DNF gère 4 matières principalement. La gestion forestière des forêts publiques, la surveillance chasse, tout ce qui est nature est très important, hein, donc conservation nature, protection des espèces animales et végétales protégées, et la partie pêche, ainsi qu'un peu d'aménagement du territoire pour tout ce qui est patrimoine naturel. Et donc on s'occupe de toute la gestion forestière, les systèmes de régénération de la forêt, les éclaircies, la vente de bois, tous les aspects pour avoir une forêt aussi diversifiée, aussi résiliente que possible, capable de faire face aux changements climatiques qui sont quand même assez importants et qui s'annoncent dramatiques, hein. Et dans votre métier actuel, du coup, vous estimez que vous êtes à combien de pourcents sur le terrain ? Malheureusement, beaucoup de bureaux, malheureusement, c'est comme ça parce qu'on est en sous-effectif au bureau. Et donc, je dois assumer actuellement des fonctions qui, normalement, sont dévolues à un collaborateur, quoi. Et donc, actuellement, je suis à 75% au bureau, 25% sur le terrain, quoi. Idéalement, ça devrait être 60%. Le terrain est extrêmement important, il faut être présent avec le personnel pour donner les directions, accompagner, se rendre compte des caractères, de l'opérationnalité, quoi, hein. Donc être réaliste et savoir comment ça se passe, c'est très important, c'est très intéressant, quoi. Dans une des fonctions du DNF, c'est la surveillance chasse. Et donc ici, la particularité dans ce territoire-ci, des chasses de la couronne, c'est que le DNF est gestionnaire de chasse, hein. Moi, ma fonction en tant que chef de cantonnement, ingénieur chef de cantonnement, c'est un peu régisseur des chasses de la couronne dans l'Hertogenwald. Nous sommes donc responsables de l'aménagement cynégétique aussi, donc ça veut dire tout ce qui est mise en place des infrastructures pour le tir des animaux, hein. L'encadrement des jeunes chasseurs
Et aussi organisation de temps en temps de chasses collectives. Et tout ça pour atteindre un plan tir minimum qui nous est imposé. Et donc c'est ça l'exercice qu'on réalise de la fin du mois de septembre jusqu'à la mi-décembre. Et donc on voit ici par exemple il y a un mirador d'affût et donc c'est des infrastructures qui permettent de prélever, de tirer les animaux en toute sécurité et le plus proprement possible pour que la souffrance animale soit réduite au strict minimum quand même. Donc la chasse est strictement nécessaire parce qu'il faut un équilibre entre la faune, les grands herbivores, et la forêt, parce que s'il y a un déséquilibre, la forêt n'arrive pas à se régénérer, donc la régénération naturelle ne monte pas, ou c'est une seule espèce, ici ce serait l'épicéa. On veut avoir des forêts diversifiées naturellement, et donc c'est dans un intérêt de biodiversité et de résilience de la forêt. Vous estimez quand même qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait vraiment au moment même. Ah oui, oui, oui. Donc on apprend énormément une fois qu'on est dans le métier. L'avantage en étant sorti de Jean Blou, c'est qu'on a une formation très générale qui nous permet par la suite d'accéder à des disciplines plus ponctuelles. Quand je me suis retrouvé en Afrique, c'était souvent des aspects agronomiques, moins forestiers, qui étaient au premier plan. Et donc, c'était un atout pour moi par rapport à des collègues allemands, par exemple, qui avaient une formation strictement forestière et qui n'avaient aucune notion d'agronomie générale, tandis que nous, on a suivi ces cours-là. Et puis après, forcément, en appliquant son métier, on approfondit sur base de principes, comme les principes écologiques, par exemple, qu'on a appris. Ici, on prend beaucoup de mesures pour la conservation de la nature. On restaure des tourbières. Nous créons en forêt des réseaux, des maillages écologiques. Donc ici, par exemple, on est sur une ancienne prairie forestière, donc on a installé une mare. Il y a un verger avec des anciennes variétés autour de nous. En forêt, nous essayons de favoriser les habitats naturels autant que possible avec des espèces animales visées, comme ici par exemple c'est la cigogne noire, le loup, donc des espèces vraiment phares. Et dans les associations végétales, on essaye d'avoir beaucoup plus de bois mort debout et par terre qu'avant. Tout ça c'est bénéfique pour les populations de chauves-souris, d'oiseaux, d'autres invertébrés. Donc tout ça c'est des mesures que nous mettons en place pour augmenter la valeur biologique, aussi bien en forêt mais aussi dans les zones agricoles. Très bien, donc ici nous sommes dans une des tourbières des Hauts-de-Fagne. Avant c'était un peuplement d'épicéa ici, donc monospécifique, une seule espèce avec de la molinie, herbacée en sous-étage. On a fait des mesures, on a exploité tous les épicéas sur sol tourbeux et on a fait des mesures de restauration. Donc ici vous voyez il y a des décapages sur le terrain, donc enlèvement de la couche superficielle de molinie, mise à nu de la banque de graines et vous avez naturellement toutes les espèces typiques des tourbières qui réapparaissent. Les semences étaient en fait cachées en dessous de la couche de molinie. Il y a aussi moyen de faire des digues avec des ornements plus importants. Donc là vous avez une surface d'eau. Et en amont de la surface d'eau, vous avez une surface où il y a différents niveaux d'eau, donc il y a un gradient d'humidité. À chaque gradient correspond un habitat et donc un cortège de plantes spécifiques des tourbières et aussi pour les libellules. Des habitats différents, quoi. Donc c'est vraiment un hotspot en biodiversité par rapport à la situation initiale. Et c'est ça aussi une partie de notre travail, c'est restaurer des habitats naturels et augmenter le niveau de biodiversité dans des milieux qui étaient relativement pauvres en biodiversité. Et alors, pour finir cette petite discussion, est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants ? Le conseil, c'est évidemment les langues, maîtriser plus que le français, ça c'est strictement nécessaire, c'est un atout. Et maîtriser des langues qui sont moins communes, quand je dis une langue commune,
tout le monde se débrouille à peu près en anglais. Si vous avez accès au portugais, espagnol, allemand, qu'est-ce que je sais moi, italien, donc c'est très bien quoi, hein. Si vous n'avez pas d'emploi après votre départ, faites une année sabbatique dans un pays où on ne parle pas français. Voyagez, prenez même, occupez-vous avec autre chose en dehors du métier, mais soyez en immersion à ce moment-là, quoi. Donc ça c'est vraiment un avantage et c'est un atout pour chacun, quoi. Ok, super. Merci beaucoup d'avoir accepté De rien. de nous accueillir. C'était très très intéressant et on en a énormément appris aussi sur votre métier. Donc c'était vraiment très très intéressant. Merci beaucoup. Du coup, notre journée avec Yves Piper est finie. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et liker. Et surtout, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos et journées avec les prochains bio-ingénieurs. Ça aurait été peut-être mieux avec un petit soleil, mais... Ah oui, ça, mais ça c'est la réalité de terrain.